Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politique haïtienne. Les lignes ont bougé, le Conseil présidentiel nous a surpris, le Conseil présidentiel nous a étonnés. Je ne dirais pas dans un premier temps agréablement étonné, je préfère ne pas qualifier cet étonnement, je préfère ne pas qualifier la surprise de la semaine. Quelle est-elle cette surprise? Eh bien, le Conseil présidentiel a pu jeter unanimement son dévolu sur un Premier ministre. Imaginez. Ce même Conseil présidentiel qui était incapable de s'arrêter sur le choix d'un président en son sein, ce même Conseil présidentiel qui jusque-là était incapable de respecter son propre accord, l'accord avait prévu une majorité absolue pour la désignation ou l'élection d'un président. Or, une fois que le président a été désigné par cette fameuse majorité absolue, on a tenté de modifier la notion de majorité absolue en majorité qualifiée, en sorte que ce même Conseil présidentiel, pendant sa courte durée de vie jusque-là, eh bien, nous a envoyé le signal très désagréable suivant, à savoir qu'il y a règle aussi longtemps que cette règle fait l'affaire de tous. Mais quand cette règle-là, n'est-ce pas, permet à un d'entre nous de se démarquer, eh bien alors là, on change la même règle en autre chose. En sorte que ce Conseil présidentiel qui avait produit ce bel accord que nous avons analysé, que nous avons décortiqué, que nous avons même applaudi, vous vous souvenez de cela, il y a un mois, lorsque tout semblait être prévu de la manière dont on doit nommer, désigner, élire un président, de la manière dont on allait accepter ou non l'arrivée de cette force multinationale, et bien très rapidement, ce Conseil présidentiel nous a prouvé que tout cela n'était que du papier
et que la réalité politique allait rapidement ramener, n'est-ce pas, ce conseil présidentiel aux vieux réflexes, aux vieilles traditions, aux vieilles pratiques qui nous ont précipités là où nous sommes. Or, voilà que, contrairement à ce à quoi ce conseil-là nous a habitués pendant son court règne d'environ un mois, ce conseil présidentiel était en mesure, dis-je, de désigner unanimement les 6 personnes qui étaient présentes lors de ces entrevues. On parle de 5 entrevues, n'est-ce pas, de 5 candidats. Eh bien, les 6 personnes ayant la capacité de voter au sein du conseil présidentiel et qui donc ont interviewé les 5 derniers candidats, imaginez, ces 6 conseillers présidentiels ont retenu unanimement, n'est-ce pas, la candidature de Gariconi, qui est devenu par le fait même, n'est-ce pas, le Premier ministre de la transition. Je vous ai dit que cette unanimité m'étonne. Elle laisse quelque chose qui ressemble à un arrière-goût. En sorte que, et c'est ainsi que je vais présenter l'émission d'aujourd'hui, il y a comme un goût de sucre amer dans ce choix-là. Je vous dirai pourquoi. D'abord, la manière dont le choix a été fait. Je vous ai dit que cette unanimité m'étonne. Elle me laisse un arrière-goût de sucre amer, un arrière-goût de sucré-salé. Au fait, cette unanimité-là, je vais lâcher le mot, elle est suspecte. Pourquoi? Parce que nous nous connaissons, nous les Haïtiens. Nous n'avons pas l'habitude de tomber d'accord unanimement. Au fait, l'Haïtien prend plaisir à être en désaccord. Vous connaissez l'exemple de quelqu'un qui n'est pas d'accord avant même que vous n'ayez commencé à parler. Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre livre sans qu'il ne l'ait lu. Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre position, même s'il ne l'a pas encore entendu, votre position. En fait, on a l'impression que l'école et la religion nous ont dressés, l'école et la religion nous ont formatés à être en désaccord. En désaccord avec quoi? On ne sait pas. En désaccord avec qui? Cela importe peu. Dès que l'autre avance une thèse, eh bien, je crois tirer un supplément d'être dans le fait d'être en désaccord. En sorte que, culturellement, et surtout, on parle ici de culture politique, culturellement, cette unanimité, elle est suspecte. Vous y croyez, vous? 6 électeurs du conseil présidentiel, puisque le 7e était absent et il n'a pas laissé de mot d'ordre, imaginez, les 6 conseillers présidentiels ont interviewé 5 candidats. Ils ont passé en revue leur CV, ils ont passé en revue leur feuille de route, ils leur ont posé des questions sur leur vision du pays, leur vision de la transition, leur vision de la gouvernance, leur vision sur les priorités du pays. Et imaginez, ô étonnement, les 6 conseillers présidentiels qui avaient droit de vote, en fait ils n'ont pas voté, ils ont retenu la candidature de Gariconi. Bon, puisque l'unanimité ne fait pas partie de nos réflexes identitaires, puisque l'unanimité ne fait pas partie de nos réflexes culturels, puisque l'unanimité ne s'inscrit pas dans l'ADN de nos politiciens, il faut tenter d'expliquer d'entrée de jeu cette unanimité-là. Et il y a 2 façons de l'interpréter. Bon, n'allez pas me dire que les 6 conseillers présidentiels sont unanimement impressionnés par la feuille de route de Gariconi, qui sont impressionnés unanimement par sa vision et que unanimement ils le retiennent. Non, ce n'est pas haïtien ça. L'unanimité n'est pas haïtienne. Okay? On ne va pas se conter d'histoires, on ne va pas se raconter des folies, là, n'est-ce pas? On a assez de folies dans ce pays pour qu'on n'en ajoute pas une. Donc, il y a une seule façon d'expliquer cela.
c'est que les 6 conseillers se sont dit, ce candidat-là doit être retenu parce que c'est l'homme de la communauté internationale. On va passer en revue le CV de Gary Conille. À bien des égards, son CV peut impressionner plus d'un, même si son CV, je vous le dirai, n'est-ce pas, me laisse aussi un goût amer pour des choses que je vais vous exposer tout à l'heure. Mais que 6 conseillers sur 7 aient retenu la candidature de Gary Conille et qu'il l'ait fait unanimement, sans qu'il y ait, n'est-ce pas, dissension, sans qu'il y ait eu déchirement, vous pouvez m'en croire sur parole, ils ont perçu, je dis bien perçu un ordre de la communauté internationale. Bien sûr que les 6 conseillers présidentiels vous diront qu'ils n'ont reçu aucun ordre, qu'ils ont retenu la candidature, la main sur le cœur, parce que c'était le CV le plus impressionnant, parce que c'était l'homme qui est prêt à gérer la machine gouvernementale dès le jour 0. Ah oui, ils n'ont, je veux bien les croire, ils n'ont pas reçu d'ordre direct. J'ai passé 2 coups de fil, n'est-ce pas, auprès des membres de ce conseil présidentiel. Je veux bien les croire sur parole qu'ils n'ont pas reçu un ordre direct de la part d'un ambassadeur, qu'ils n'ont pas reçu un ordre direct de la part, si vous voulez, d'un chef de gouvernement d'un pays étranger, mais il y a l'ordre direct, il y a l'ordre perçu. Et Leslie Maniga, n'est-ce pas, l'avait bien dit, c'est que nous en sommes à ce point dans notre surévaluation du poids du blanc. Nous en sommes à ce point, n'est-ce pas, dans notre surévaluation, si vous voulez, des dictats du blanc, que parfois, le blanc n'a même pas besoin de nous dicter explicitement ce qu'il veut. Nous percevons ce qu'il veut et déjà, nous nous conformons à ce qu'il veut. Je crois que ce n'est pas seulement le CV de Gary Conille qui a commandé, si vous voulez, son choix comme Premier ministre. En général, les Haïtiens ne choisissent pas sur la base du CV. Autrement, Mirland Maniga aurait été élu aux dépens de n'est-ce pas, aux dépens de Michel Martelly. En général, les Haïtiens ne choisissent pas sur la base de l'expérience et de la compétence. Autrement, Leslie Maniga aurait été élu, n'est-ce pas, aux dépens de, n'est-ce pas, de René Préval. Eh bien, et là, on pourrait remonter l'histoire et parler, n'est-ce pas, d'Anténor Firmin. Non, au contraire. Au contraire. Avoir un CV impressionnant, avoir de la compétence, peut-être même un défaut parmi les intellectuels haïtiens. Et là, c'est un autre défaut qu'il nous faut, n'est-ce pas, signaler au passage parce qu'il nous fait honte. N'allez pas croire que parce que vous êtes compétent, n'allez pas croire que parce que vous avez une feuille de route intéressante, n'est-ce pas, les gens compétents vont vous choisir, au contraire. Le fait par vous d'être compétent, le fait par vous d'avoir une feuille de route intéressante, n'est-ce pas, peut être justement un défaut que les autres intellectuels, les gens compétents vont combattre. En sorte que on a déjà vu à travers toute l'histoire du pays des gens compétents, des gens scolarisés s'entendre pour élire quelqu'un qui n'est pas scolarisé du tout, pour élire quelqu'un qui n'a pas de compétences du tout, aux dépens de quelqu'un qui, lui, a une compétence ou a de nombreuses compétences. Pour quelle raison? Parce que nous sommes à ce point peu portés à l'unanimité que quand nous voyons quelqu'un qui a de la compétence, quand nous voyons quelqu'un qui a, si vous voulez, une feuille de route intéressante, plutôt que de voter pour lui, nous le combattons au profit de quelqu'un qui n'a pas de compétences, au profit de quelqu'un qui n'a pas d'éducation du tout. Et toute l'histoire du pays, j'aurais pu vous parler d'Anténor Firmin, je pourrais vous parler, je l'ai déjà fait, de Leslie Maniga, je pourrais vous parler de Mirland Maniga, pour qui le peuple haïtien, à chaque fois a-t-il voté, il va choisir quelqu'un qui n'a pas de compétences, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui n'a pas un grand niveau de compréhension de la machine étatique, parce que en Haïti, on le sait, hélas, n'est-ce pas, la compétence, c'est un défaut. La compétence, c'est un obstacle que les gens compétents combattent.
Vous voyez bien l'ironie là-dedans. Ce sont les gens compétents qui combattent les gens compétents en Haïti. Ce sont les intellectuels qui combattent les intellectuels en Haïti. Ce sont les écrivains qui ne lisent pas votre livre et qui vont combattre votre livre, qui ne sont pas d'accord avec votre livre, eux qui ne l'ont jamais lu. Alors n'allez pas me dire que le Conseil présidentiel, donc les 6 qui ont entendu les 5 candidats, ont unanimement, bon Dieu, dans un élan patriotique, dans un élan de grandeur, dans un élan de verticalité, ils ont unanimement retenu la candidature de Kony. Non. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont perçu en Kony celui qui est béni par la communauté internationale. En sorte que s'il n'y a pas eu d'ordre direct de la part des ambassades, s'il n'y a pas eu d'ordre direct de la part de la très désagréable et malveillante ambassade américaine, ambassade française, ambassade du Canada, les conseillers ont perçu en Kony le choix de la communauté internationale. Et pour ne pas, n'est-ce pas, s'attirer l'ire de cette communauté malveillante qu'on appelle improprement la communauté internationale, ils ont retenu sans plus, ils ont retenu sans aucune autre forme de procès la candidature de Kony. En sorte que, n'est-ce pas, ce choix unanime, il est suspect. Ce n'est point à dire que l'homme ne détienne des compétences, on va parler de son CV. Ce n'est point à dire que l'homme ne comprenne la machine de l'État. Ce n'est point à dire que l'homme ne puisse faire grand-chose pour Haïti, mais cette unanimité, je le répète, elle est suspecte. Elle semble être commandée par un ordre perçu de l'international. En sorte que, avec Gary Kony, on est à la croisée des chemins. Avec Gary Kony, on sera entre espérance et méfiance. Et c'est le titre même de l'émission d'aujourd'hui, Gary Kony, entre espérance et méfiance. Espérance, on va analyser le CV de l'homme. Espérance, on va regarder la feuille de route de l'homme. Espérance, on va réentendre, n'est-ce pas, son discours, les 2 ou 3 entrevues qu'il a accordées depuis qu'il a été retenu par le Conseil présidentiel pour être Premier ministre. Mais méfiance, nous ne devons pas lui signer un chèque en blanc. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas de Parlement. Donc des contrats de gré à gré, n'est-ce pas, seront facilement accordés. Le principe de reddition de comptes, n'est-ce pas, sera probablement jeté aux oubliettes, en sorte qu'avec Gary Kony, il nous faudra, oui, nourrir de l'espoir. L'espoir fait vivre, nous sommes condamnés à espérer, mais avec Gary Kony, pour des raisons que je vais vous mentionner, il nous faut monter la garde. Avec Gary Kony, il nous faut demeurer vigilants. Avec Gary Kony, nous devons être méfiants. Toute une introduction, me direz-vous, avec raison, il fallait mettre la table et d'entrée de jeu vous dire ce qui dérange, ce qui questionne, ce qui nous fait tiquer dans ce choix unanime de Gary Kony par le Conseil présidentiel qui n'a même pas su faire l'unanimité autour de son président. Conseil présidentiel qui a préféré rejeter sa notion de majorité absolue au profit de la majorité, n'est-ce pas, qualifier ce qui est presque impossible dans un contexte de 7+2. Conseil présidentiel qui a préféré nous proposer une présidence tournante plutôt que d'accepter, bon Dieu, l'insupportable idée qu'un seul d'entre eux puisse être président du Conseil pendant les prochains mois. Et pourtant, ô étonnement, ce même Conseil présidentiel est en mesure de retenir unanimement une candidature, celle de Gary Kony en l'occurrence, et le nommer Premier ministre. Et là, ce même Conseil va tenter de nous faire croire que c'est parce que le CV de l'homme est impressionnant. Mon œil, j'aurais même dû dire mon cul, c'est de la foutaise que tout cela. Il y a là un diktat perçu par le Conseil présidentiel de la part de l'international.
Et plutôt que de se mettre à dos la communauté internationale, le Conseil présidentiel fait choix de celui qu'il perçoit comme étant le choix de l'international. Et vous savez qu'en politique, n'est-ce pas, percipi esse est. En politique, la perception, c'est la réalité. Il suffit de percevoir l'homme comme étant le choix de l'international pour que ce choix devienne la réalité. Alors on s'arrête ici. Vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de chocolat chaud, une bonne tasse de café, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Nous allons faire plein feu sur Gary Conning, ce qu'il représente, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'il condense comme espoir, mais surtout ce qu'il projette comme méfiance. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. C'est convenu. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors avant la pause, nous avions promis de faire plein feu sur Gary Conning, son choix comme Premier ministre par le Conseil présidentiel, et nous allons essayer de faire l'équilibre, de présenter les points forts, les points faibles, de présenter le pour et le contre, et vous dire en fin d'émission le fond de ma pensée, puisque vous connaissez ma personnalité, c'est à cela que je vous ai habitué pendant les 2 dernières années. Alors, nous allons commencer par voir le verre à moitié plein, n'est-ce pas? Voir ce qu'il y a de réjouissant dans cette nomination, dans cette désignation. Bon. Après que, comme on l'a vu, ce conseil présidentiel semble être pris, engoncé dans un jeu d'intrigue, dans un jeu de mesquinerie, incapable de s'élever au-delà de ses intérêts personnels pour arrêter son choix sur un primus inter pares, un premier parmi des égaux. On a vu, c'est un conseil qui, dans ce jeu du bam-fon-coutou, comme on l'a vu il y a 2 semaines, dans ce jeu du « oh toi que je m'y mette, moi aussi, je veux ma part, je veux ma part de présidence ». Après que ce conseil était incapable de respecter son propre accord et qu'il a changé majorité absolue en majorité qualifiée, de 5 sur 7, eh bien, ce conseil nous a étonnés en ce qu'il était capable, en un seul jour, imaginez, d'écouter 5 candidats avec des CV, des feuilles de route impressionnantes selon ce que ce même conseil nous en dit. Et bon Dieu, ce même mardi, ce conseil a pu unanimement retenir la candidature de Gary Conning. Bon. Efforçons-nous de voir le verre à moitié plein. Ce conseil qui, en un mois, ne semblait pas comprendre les priorités du peuple haïtien, ce conseil qui, en un mois, n'a même pas choisi un porte-parole pour communiquer avec la population haïtienne, eh bien, qu'il ait pu nommer un Premier ministre
après avoir épluché plus ou moins négligemment, mais d'autres fois sérieusement, plus de 200 candidatures, avons-nous appris, eh bien, que ce conseil eût été en mesure de retenir 5 candidats, de les interviewer et de désigner un Premier ministre, eh bien, il y a peut-être là du bon. Parce que nous appréhendions tous, et je suis de ceux-là, que ce conseil soit tellement pris dans les rets de ses propres intérêts. N'oublions pas que ce conseil-là, au fait, c'est une nébuleuse. Ce conseil, c'est une mosaïque de 7 personnalités plus 2 qui sont désignées par des partis politiques qui ont des intérêts divergents, des organisations qui ont des intérêts, qui ont donc des agendas parfois opposés, que ces gens-là doivent choisir un Premier ministre. Nous appréhendions, et donc moi j'en faisais partie, nous appréhendions peut-être l'incapacité de ce conseil de désigner quelqu'un. Bon. On savait que ce conseil allait finir par désigner quelqu'un, mais très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit fait aussi rapidement. En sorte que, quand j'ai entendu l'un d'entre eux dire à la télévision et me dire personnellement que oui, on allait être en mesure de désigner un Premier ministre, n'est-ce pas, après 2 ou 3 jours d'entrevue, j'étais, si vous voulez, dubitatif. J'avais des doutes. Or, voilà que ce conseil nous a étonnés en retenant la candidature de Gary Conille. Bon, que voulez-vous, puisqu'il faut voir le verre à moitié plein, j'ai presque envie de dire au conseil, bravo, bravo, précisément parce que vous avez pu désigner un Premier ministre en un temps si court. Bon. Que vous l'ayez fait en un temps si court force mon étonnement, mais que vous l'ayez fait unanimement, je l'ai déjà dit, cela est suspect. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'introduction de cette émission. Ma suspicion demeure pour des raisons que j'ai déjà brièvement, n'est-ce pas, évoquées, raisons culturelles, raisons de politique, raisons d'éducation, raisons de réflexe, etc. Non, cette unanimité-là, elle est suspecte. Alors, continuons à regarder le verre à moitié plein. Et c'est ce qu'on va faire avec Gary Conille. Bon. Gary Conille détient à la fois une formation en administration publique de la santé, en politique et administration publique de la santé. Il est médecin, n'est-ce pas, de formation. Il a fait son doctorat de médecine en Haïti. Et l'homme travaille depuis, n'est-ce pas, 25 ans maintenant, puisqu'il a intégré les Nations Unies en 99. L'homme travaille depuis un quart de siècle au sein des Nations Unies. Et franchement, j'ai pris le temps de lire son CV, j'ai pris le temps de regarder sa feuille de route. L'homme a littéralement roulé sa bosse sur tout le continent africain. On lui a confié des missions de grande importance pour gérer des programmes sur la santé dans des pays africains. On lui a confié aussi la mission, et c'est là où ma suspicion commence, je vais y revenir, on lui a confié la direction de programme pour le contrôle des naissances, n'est-ce pas, en Afrique, et nous savons ce que ça veut dire pour les pays occidentaux. Si vous voulez, la fécondation de nos femmes africaines constitue aux yeux de l'Occident une menace, eux qui ont en général un enfant et demi par couple, eux qui en général ont des pays, n'est-ce pas, surpeuplés, si on considère, n'est-ce pas, la question de la densité, ça veut dire le nombre d'habitants par kilomètre carré, et pourtant les Occidentaux qui sont aux prises avec des problèmes de densité immenses, ils veulent faire la leçon aux Africains qui vivent sur le plus grand continent, le continent le plus riche. Et là, ils vont lancer, suivez mon regard, toutes sortes de programmes d'aide pour
aider les couples africains à faire du planning, pour aider les femmes haïtiennes, enfin les femmes africaines, on a vu ça aussi en Haïti d'ailleurs, pour aider les femmes africaines à contrôler leur fécondité. Et quand on a quelqu'un qui a travaillé dans ces programmes-là, faites-moi confiance, si on lui a confié cette responsabilité et qu'on a renouvelé son mandat, c'est qu'il a bien fait sa job. Quel est ce job, n'est-ce pas? Faire en sorte que les Africains soient moins féconds, faire en sorte que la progéniture en Afrique, n'est-ce pas, soit moins nombreuse. Or, Gary Coney, quand on lit son CV, était responsable de nombre de programmes de ce genre en Afrique. Bon. En sorte que si on pose la question, je suis toujours dans le verre à moitié plein, est-ce que l'homme s'y connaît en gestion? Est-ce que l'homme s'y connaît en management? Est-ce que l'homme s'y connaît en administration? À cette question, il faudrait être intellectuellement de mauvaise foi pour répondre par la négative, bien sûr. Quelqu'un qui travaille dans les Nations Unies pendant déjà, n'est-ce pas, un quart de siècle, depuis 25 ans, dis-je, eh bien, il a ramassé une certaine expérience, il a acquis, n'est-ce pas, des réflexes en management, il a développé, si vous voulez, un certain sens de la reddition de comptes. Ici, il faut ajouter à son bagage expérimental au sein des Nations Unies ces 5 ou 6 mois qu'il a passé en tant que Premier ministre sous Michel Martelly. Eh bien, franchement, l'homme n'est pas un novice en matière de gestion, il n'est pas un novice en matière de management. Bon. Du Niger au Mali, et il a même fait de l'expérience dans les pays des Antilles. Et l'homme, et on va y revenir, a même été le chef de bureau, entendons le chef de cabinet de Bill Clinton, lorsque ce dernier dirigeait avec le kleptomane Jean-Max Bellerive, alors Premier ministre, lorsque ce dernier dirigeait la fameuse CISR, c'est-à-dire la commission intérimaire pour, si vous voulez, la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre. Gary Coney était même le chef de bureau. Gary Coney était, dis-je, n'est-ce pas, le chef de cabinet de Bill Clinton. Bon. En sorte que, si vous comparez l'expérience de cet homme en matière de connaissance des pays étrangers, en matière de connaissance des pays en voie de développement, si vous vous intéressez, n'est-ce pas, à la feuille de route de cet homme en termes de pays où il a travaillé, en termes de chefs de gouvernement avec lesquels il a collaboré, en termes de connaissance du rouage, si vous voulez, de la machine internationale, franchement, il y a de quoi étonner plus d'un. Et je ne vais pas, n'est-ce pas, enlever à César ce qui lui revient. L'homme a quand même 25 ans d'expérience de management sur la scène internationale. Et quand on a toutes ces expériences-là, ça veut dire qu'on connaît du monde. Quand on a toutes ces expériences-là, ça veut dire qu'on a un carnet d'adresses, n'est-ce pas, plus ou moins garni, qui peut être utile si on était libre dans les prises de décision politiques, dans les prises de décision publiques qu'on sera amené à faire en tant que Premier ministre, n'est-ce pas, d'Haïti. En plus, il est né, semble-t-il, en 1966, à en juger par, n'est-ce pas, son CV, en dehors du fait qu'il a été Premier ministre pendant, n'est-ce pas, 4 ou 5 mois sous Michel Martelly, et il a quitté, il a claqué la porte, n'est-ce pas, parce que Michel Martelly lui a forcé la main après l'avoir humilié, après lui avoir prouvé qu'il ne dirige rien, hein, n'est-ce pas. Il a convoqué, si vous voulez, une rencontre de ministres. Eh bien, les ministres ont bouté sa rencontre pour aller rencontrer Michel Martelly en sa résidence privée. Eh bien, après avoir été humilié par Michel Martelly, l'homme était forcé de remettre sa démission. Mais tout le monde sait que si Gary Coney était Premier ministre de Michel Martelly, c'est parce qu'il était l'homme de Clinton. Michel Martelly était à la fois le choix des Clinton comme président. Il n'a jamais été élu, on le sait. Il n'était pas admissible au second tour. Bill Clinton l'a imposé pour des raisons que l'on connaît, puisque sa femme était secrétaire d'État sous Barack Obama. Et non seulement Bill Clinton nous a entré dans la gorge un président, mais il nous a imposé pendant un temps un Premier ministre
en la personne de Gary Coney, parce que ces deux-là se connaissent bien, puisque je vous l'ai dit, Gary Coney était chef de bureau, il était chef de cabinet de Bill Clinton, alors que ce dernier volait, n'est-ce pas, ni plus ni moins, les fonds de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Pourquoi j'ai dit voler? Mais c'est le terme que Wikileaks a utilisé. Si vous lisez, n'est-ce pas, les notes diplomatiques, si vous lisez les notes internes qui s'échangeaient entre eux, n'est-ce pas, les membres de la Clinton Foundation, eh bien, même la fille de Bill Clinton lui reprochait de détourner des fonds de la CISR vers sa propre fondation, Bill Clinton. Alors, si Gary Coney a été chef de bureau, chef de cabinet de Bill Clinton pendant ce moment-là, c'est qu'en sa qualité de chef de bureau, en sa qualité de chef de cabinet de Bill Clinton, il a vu des choses sur lesquelles il a fermé les yeux, il a entendu des choses, n'est-ce pas, sur lesquelles il a choisi d'être sourd, et le voilà aujourd'hui qui sera notre Premier ministre. Alors, j'ai dit ce que l'homme avait d'impressionnant dans son CV, j'ai dit ce que l'homme avait, si vous voulez, de positif dans sa feuille de route. J'ai tenté du mieux que je peux, n'est-ce pas, de faire ressortir son bagage expérimental en matière de management, en matière d'administration publique. Maintenant, allons voir ce que sa candidature devrait nous inspirer en tant que méfiance, ce pourquoi nous devrons garder la garde, nous devrons monter la garde pour éviter que ce pays-là ne soit dépecé au profit des Clinton. Entendons par Clinton, n'est-ce pas, des intérêts internationaux, intérêts américains, intérêts canadiens, intérêts français, car c'est de cela qu'il s'agira. On s'arrête ici, le temps d'une autre pause, et nous allons commencer à regarder de plus près pourquoi Gary Coney représente, oui, de l'espérance, mais aussi de la méfiance. À tout à l'heure, mes amis. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Avant la pause, on a tenté de voir le verre à moitié plein, ce que Gary Coney détient comme bagage expérimental, ce qu'il a fait sur le continent africain surtout, au sein des Nations Unies. Et maintenant, passons au verre à moitié vide. Et vous comprendrez pourquoi il nous faut monter la garde autour de sa gestion et rester méfiant. Bon. Je vais y aller net. Il nous faut être toujours méfiant vis-à-vis de ces hauts fonctionnaires des Nations Unies qui sont des ressortissants des pays en développement et que les Nations Unies traînent à travers les pays en développement comme une espèce de token en anglais, ce qu'on appelle des token black, comme une espèce de trophée. Pour dire, écoutez, les Nations Unies sont vraiment une organisation internationale, organisation au sein de laquelle les Noirs peuvent avoir des promotions. La preuve, c'est que nous avons eu Gérard Latortue et là, nous avons un Gary Coney. Si vous prenez le temps de suivre la trajectoire de ces hauts fonctionnaires des Nations Unies, mais qui sont originaires des pays en voie de développement, ils ne font jamais rien de positif pour leur pays d'origine, pour les pays en voie de développement. Et on les envoie comme token, on les envoie comme trophée,
exécuter des programmes malveillants vis-à-vis des pays en voie de développement. Je l'ai vu avec vous tout à l'heure, le fait par Gary Coney d'avoir dirigé des programmes pour le contrôle de naissance, pour le contrôle, n'est-ce pas, de la fécondité des couples africains, etc. C'est un exemple. Parmi 1000 exemples qu'on pourrait prendre du fait que quand les Nations Unies gonfle, si vous voulez, la candidature d'un professionnel issu des pays en voie de développement, c'est jamais pour aider au développement de ces pays en voie de développement. C'est souvent pour des programmes conçus par des Occidentaux. On les envoie, eux, exécuter ces programmes-là avec zèle, mais quand on regarde le bilan de ces programmes-là, c'est souvent pour réduire le nombre d'enfants, c'est souvent pour stériliser de force ces femmes-là, c'est souvent pour imposer les fameux PAS, programmes d'ajustement structurel. Hein? Le nom d'un certain Leslie Delatour vous dit quelque chose, celui, n'est-ce pas, qui était utilisé par la communauté internationale comme un Chicago Boy, n'est-ce pas, pour imposer des restructurations, pour imposer la privatisation de beaucoup d'organismes d'État. Et quand on voit le bilan, eh bien, c'est une économie qui est livrée aux intérêts internationaux. Et en ceci, Gary Coney n'est pas différent, il ne sera pas différent d'un Gérard Latortue. En sorte que quand vous avez un haut fonctionnaire des Nations Unies qui est projeté, qui est plébiscité comme chef de gouvernement, qui est plébiscité comme chef d'État, vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un qui va exécuter à la lettre les dictats des Nations Unies pour les petits pays. Et les dictats des Nations Unies pour les petits pays ne sont jamais, n'est-ce pas, des dictats profitables aux petits pays. Est-ce que je dois vous parler des PAS, des programmes d'ajustement structurel par lesquels les Nations Unies ont forcé, n'est-ce pas, les pays en voie de développement à privatiser plusieurs organisations qui étaient au service de la population, mais qui ont été obligées d'être privatisées sous les dictats des Nations Unies? Est-ce que je dois vous rappeler, n'est-ce pas, les conditions de prêt dans lesquelles, n'est-ce pas, les pays en voie de développement, pays africains, pays entiers, n'est-ce pas, se sont enchaînés littéralement aux mains de la Banque mondiale ou d'autres organisations mafieuses qu'on appelle les institutions du Bretton Woods. Et pour qu'on n'aille pas rêver en couleur, en s'imaginant que puisque l'homme a de l'expérience, en s'imaginant que puisque l'homme a un bon discours, en s'imaginant que puisque l'homme semble projeter l'image d'un homme qui est à l'écoute, d'un homme, n'est-ce pas, qui fait montre d'humilité, pour qu'on aille rêver en couleur, au sujet de Gary Coney, pensez au bilan de Gérard Latortue. Gérard Latortue qui était plébiscité par l'international après le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, le dernier, le coup d'État de 2003, et qui est arrivé comme étant un connaisseur, n'est-ce pas, de la vie internationale, puisque c'est un haut fonctionnaire des Nations Unies. Quel est le bilan de Gérard Latortue? Celui d'un nègre de maison. Vous vous souvenez? À peine Gérard Latortue fut-il nommé, que dis-je, fut-il imposé par la communauté internationale comme Premier ministre d'Haïti après que la même communauté malveillante eut, n'est-ce pas, infligé un coup d'État à Jean-Bertrand Aristide, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant les semaines, que dis-je, pendant les jours qui ont suivi sa nomination comme Premier ministre, il est allé en France présenter des excuses au nom du peuple haïtien au président, n'est-ce pas, Jacques Chirac. Pour quelle raison? Parce que le président d'avant, n'est-ce pas, Jean-Bertrand Aristide, avait agité la question de la restitution de la rançon de l'indépendance, 27 milliards d'euros alors. Alors il a présenté des excuses du peuple haïtien à son maître français, sous le regard, n'est-ce pas, approbateur de Jacques Chirac. Il a été présenté ses excuses. Et si vous regardez, n'est-ce pas, les 2 ans ou à peu près pendant lesquels Gérard Latortue a dirigé ce pays, c'est un pays
qui a été livré aux dictats internationaux. Gérard Latortue ne rendait compte à personne. Il faisait les 4 volontés des États-Unis, il faisait les 4 volontés de la France, il faisait les 4 volontés du Canada, ces 3 pays qui ont fomenté le coup d'État contre le président Jean-Bertrand Aristide, élu par le peuple haïtien. Donc lorsque nous avons un haut fonctionnaire des Nations Unies qui est plébiscité comme chef d'État et chef de gouvernement, vous pouvez être sûr, l'expérience africaine est là pour nous le rappeler, l'expérience haïtienne est là pour nous le rappeler. Je vous ai parlé de Gérard Latortue. Quand vous avez un haut fonctionnaire des Nations Unies qui est plébiscité comme chef de gouvernement ou chef d'État, il ne sera pas là pour exécuter l'agenda de la population. Il ne sera pas là, n'est-ce pas, pour, si vous voulez, poser des gestes ou prendre ou poser des politiques publiques en faveur de la population. Non. Ce haut fonctionnaire va continuer à mettre en exécution ce pourquoi il a été payé pendant les derniers 25 ans. Dans le cas de Gary Conille, il va exécuter l'agenda des Nations Unies, il va exécuter l'agenda des pays donateurs des Nations Unies, comme les États-Unis, la France et le Canada. Et si quelqu'un est approuvé, n'est-ce pas, soyons clairs, si quelqu'un est plébiscité par l'international pour Haïti, vous pouvez être sûr que ce n'est pas une bonne candidature pour Haïti. L'équation est simple. Si les États-Unis, si le Canada, la France veulent quelqu'un pour Haïti, vous pouvez être sûr que ce n'est pas bon pour les Haïtiens. Alors Gary Conille va venir pour gérer, si vous voulez, le statu quo. Il sera là comme un gardien du statu quo. Vous direz, écoutez, c'est quelqu'un qui n'a pas une longue expérience en matière de politique haïtienne. En ceci, il semble représenter du sang neuf. Foutaise que tout cela. Parce que c'est quelqu'un qui va entendre seulement la voix de l'international. C'est quelqu'un qui ne va rendre des comptes qu'aux ambassades étrangères. C'est quelqu'un qui ne va suivre que les dictats de l'international, en sorte que le peuple haïtien va être une fois de plus spectateur de son propre destin. Le peuple haïtien va être une fois de plus, n'est-ce pas, spectateur de sa propre histoire politique. Et Gary Conille, tout comme Gérard Latortue, n'est-ce pas, une vingtaine d'années avant, va exécuter les dictats des États-Unis, va exécuter les dictats de la France, va exécuter les dictats, n'est-ce pas, du Canada en ce qui a trait à Haïti. Ça veut dire gérer le statu quo et permettre au système de se régénérer avec un visage tout neuf. Regardez comment le blanc malveillant a la suite dans les idées. Clinton avait imposé Gary Conille comme premier ministre de Michel Martelly. Les deux personnalités étaient incompatibles. Michel Martelly l'a forcé vers la sortie. Il l'a forcé à démissionner. L'international l'a récupéré et lui a dit d'attendre son tour. Et une dizaine d'années plus tard, n'est-ce pas, il revient sans Michel Martelly. Il revient comme Premier ministre, plébiscité par le Conseil présidentiel unanimement. Et c'est ce qui doit vous étonner, c'est ce qui est suspect. L'haïtien ne fait jamais l'unanimité. L'haïtien, surtout pas en politique, ne fait jamais l'unanimité. L'haïtien ne tombe jamais d'accord unanimement sur le choix de quelqu'un pour diriger son pays. On voit là que le Conseil présidentiel, qui était incapable de se choisir unanimement un président, choisit unanimement un Premier ministre. Trouvez l'erreur. Il y a un ordre qui est dicté explicitement ou tacitement pour imposer Gary Conille. Et si l'international impose Gary Conille, c'est qu'il n'est pas bon pour l'haïtien. Et moi, je suis toujours méfiant. Je suis toujours méfiant et je vous invite à me ressembler en ce sens. Je suis toujours méfiant vis-à-vis de ces hauts fonctionnaires des Nations Unies qui sont imposés, qui sont parachutés dans des pays africains, qui sont parachutés dans des pays antillais, qui sont parachutés, n'est-ce pas, dans notre pays Haïti. Ils ne font jamais du bien au peuple. Ils sont là pour gérer le statu quo. Ils sont là pour permettre au système de se régénérer en attendant, n'est-ce pas, qu'on nous impose un autre président pour lequel on n'aura jamais voté. C'est ce que Gary Conille va faire. Vous dites, mais
En plus d'être haut fonctionnaire des Nations Unies, ce qui en soi devrait, n'est-ce pas, nous inspirer la méfiance. Les Nations Unies pour les petits pays, c'est des prêts, n'est-ce pas, diaboliques. Les Nations Unies pour les petits pays, c'est des programmes de stérilisation forcée. Les Nations Unies pour les petits pays, n'est-ce pas, c'est des programmes d'ajustement structurel pour forcer l'État de ces petits pays à privatiser des organisations, n'est-ce pas, étatiques. Mais un autre déficit de crédibilité dans le cas de Gary Coney, c'est qu'il était chef de cabinet de Bill Clinton. Si vous ne vous connaissez pas nécessairement dans les rouages d'une machine politique, si vous ne vous connaissez pas dans les rouages, n'est-ce pas, d'un cabinet politique, vous ne saurez pas ce que représente un chef de cabinet. Au fait, à bien des égards, un chef de cabinet est souvent plus puissant que le Premier ministre lui-même. Le chef de cabinet d'un président, le chef de cabinet d'un Premier ministre est souvent, son nom ne ressort pas, mais est souvent plus puissant que le Premier ministre lui-même, en ce que c'est lui qui gère l'agenda du Premier ministre. C'est lui qui permet au Premier ministre de rencontrer celui-ci ou celui-là. C'est lui qui va dire au Premier ministre, n'est-ce pas, à quelle rencontre se rendre. Et c'est même lui qui va façonner avec le Premier ministre la politique publique. Et le chef de cabinet d'un politicien en connaît plus sur lui que sa propre femme ou son propre conjoint. Un chef de cabinet voit passer les chèques. Un chef de cabinet voit passer les contrats. Et c'est lui qui recommande, n'est-ce pas, au ministre de signer ou de ne pas signer. C'est lui qui recommande au ministre d'approuver ou de rejeter, n'est-ce pas, telle demande de subvention, etc. Nous sommes, chers amis, dans le contexte du tremblement de terre. Après le tremblement de terre qui nous a enlevé presque un demi-million, n'est-ce pas, de nos compatriotes, les nations du monde entier ont promis, bon Dieu, des milliards pour la reconstruction d'Haïti. Et puisque les Noirs, selon la communauté malveillante qu'on appelle improprement la communauté internationale, puisque selon cette communauté internationale, les Noirs étaient indignes de gérer des fonds à eux confiés, ils ont nommé un Blanc, en la personne de Bill Clinton, autant demander à un chat de surveiller le lait pour qu'on ne le boive pas, autant demander, comme on dit dans notre délicieux créole, n'est-ce pas, à un chat de surveiller le beurre. On a donc confié la gestion de cette entité ad hoc, donc ça veut dire fondée à dessein, qu'on appelait la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. On a confié la cogestion de cette entité-là à un Blanc, Bill Clinton, et à un kleptomane noir, un nègre de maison, alors Premier ministre sous René Préval, Jean-Max Bellerive. Alors on sait que ce dernier est aussi voleur que Bill Clinton, il est à ce point voleur que, n'est-ce pas, Hillary Clinton va le recruter comme membre du conseil d'administration du CVS Mining, la compagnie minière du frère de Hillary Clinton qui volait toutes les mines d'Haïti. Alors, imaginez, Bill Clinton est nommé par Barack Obama comme le président de cette commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti qui allait gérer des milliards pour la reconstruction. Des milliards pour construire des maisons, des contrats que des compagnies québécoises ont raflés sans rien construire du tout. Des contrats que la Croix-Rouge internationale avait raflé pour gérer, si vous voulez, des maladies, pour gérer, si vous voulez, les urgences auxquelles le peuple haïtien était confronté. Sur chaque $1 donné, 80 sous étaient revenus dans les coffres, n'est-ce pas, de la Croix-Rouge internationale. Et c'est ce Gary Coney qui était le chef de cabinet de Bill Clinton, tandis que Bill Clinton plongeait les deux mains dans les fonds de cette commission pour la reconstruction d'Haïti et qu'il les détournait, selon Wikileaks, n'est-ce pas, vers la Clinton Foundation. Donc, quand Clinton faisait ses signatures, quand Clinton faisait ses surfacturations,
quand Clinton détournait les fonds qui étaient destinés à reconstruire Haïti, quand Clinton détournait de l'argent qui était destiné à nourrir le peuple haïtien, qui était destiné, n'est-ce pas, à relocaliser la population haïtienne, et qu'il, n'est-ce pas, détournait, dis-je, ces fonds vers les caisses de la Clinton Foundation, qui était son chef de cabinet, Gary Coney. Donc Gary Coney a vu ces surfacturations. Il a vu ce détournement de fonds. Nous n'avons même pas besoin de lui poser la question. Il était le chef de cabinet de l'homme, Clinton. Donc, il était la cheville ouvrière de son cabinet. S'il n'a jamais dénoncé Clinton, si en plus il est resté l'ami de Clinton, si en plus il a continué à avoir de la promotion au sein des Nations Unies, lui qui était envoyé, n'est-ce pas, dans divers pays africains comme un token black, comme un trophée, n'est-ce pas, pour montrer qu'il n'y a pas de racisme, mon œil au sein des Nations Unies, c'est que Gary Coney était de connivence avec Clinton. On ne reste pas longtemps ami de quelqu'un qui vole si on ne vole pas avec lui. On ne reste pas longtemps ami de quelqu'un qui détourne des fonds publics, qui est corrompu jusqu'aux os, comme on sait des Clinton. On ne reste pas longtemps leur ami, à moins qu'on ferme les yeux sur ce qu'ils font, à moins qu'on ferme les oreilles sur ce qu'ils font, à moins qu'on soit un yes man. Ça veut dire un homme qui dit oui à chaque fois parce qu'il s'agit du blanc. Chers amis, on ne va pas se mentir, on est assez vieux pour savoir que quand on fait une si longue carrière au sein des Nations Unies et qu'on a, n'est-ce pas, hérité de missions aussi importantes dans des pays africains et que notre mandat est à chaque fois renouvelé, il ne s'agit pas seulement de compétences, il ne s'agit pas seulement de savoir-faire, il s'agit souvent aussi d'amitié avec lesquelles on a développé, si vous voulez, une certaine complicité. Et quand on est complice de Clinton, c'est qu'on a fermé les yeux sur des vols, on a fermé les yeux sur des détournements de fonds. Il n'y a pas à en sortir de là. Or, les Clinton sont connus de par le monde pour être des gens dont l'éthique est élastique. Les Clinton sont connus pour être des gens rapaces. Des gens qui n'hésiteront pas, n'est-ce pas, à détourner des fonds publics vers leur propre fondation. Hillary Clinton nous l'a démontré lorsque, à l'instigation de son mari Bill, elle a imposé Michel Martelly comme président d'Haïti et rapidement, n'est-ce pas, la compagnie minière de son frère a récolté des contrats de ce même Michel Martelly. Donc ici, il s'agit de quiproquo, pas vrai? Donc quand les Clinton font quelque chose, ils ont des intérêts pécuniaires là-dedans. Donc, si l'international nous a poussé, n'est-ce pas, Gary Coney comme Premier ministre, quand on dit l'international, encore une fois, c'est un terme impropre. Il s'agit ici des États-Unis, il s'agit ici du Canada et de la France. C'est que celui qu'il nous impose comme Premier ministre leur sera favorable, mais défavorable au peuple haïtien. Donc, quand je vous ai dit que avec Gary Coney, on nourrit de l'espoir rapidement, mais très rapidement aussi, on développe des réflexes de méfiance qui sont légitimes parce que quand on a fait carrière aux Nations Unies et qu'on nous a confié, n'est-ce pas, la gestion de programmes sensibles comme des programmes de fécondation, des programmes, n'est-ce pas, de contrôle de naissance, quand nous avons été chefs de cabinet des Clinton, c'est qu'on a fermé les yeux sur des cas de corruption. Or, c'est ce Coney qui nous arrive comme Premier ministre. Et ce qui est dangereux, mes amis, c'est que Gary Coney va arriver comme Premier ministre en un moment où il n'y aura pas de Parlement, en un moment où, n'est-ce pas, le contrôle, ce qu'on appelle le check and balance, n'est-ce pas, le contrepoids en politique, n'est-ce pas, où les questions de reddition de comptes seront, si vous voulez, balayées en dessous de la table. C'est dans ce contexte-là que l'international nous impose Gary Coney. Quand je vous ai dit que le blanc, n'est-ce pas, il a la suite dans les idées, nous sommes à un carrefour où les pays cherchent des ressources, n'est-ce pas, renouvelables. Les pays se détournent des ressources fossiles pour aller chercher, n'est-ce pas, d'autres types de ressources. Et la réputation d'Haïti est faite en matière de richesse minière. On nous envoie un Gary Coney
à un moment où il n'y aura pas de reddition de comptes. On nous envoie un Gariconi à un moment où il n'y a pas de Parlement. On nous envoie un Gariconi à un moment où des contrats de gré à gré seront passés. Il faut littéralement appréhender le dépeçage de ce pays sous prétexte qu'il faudra privatiser, sous prétexte qu'il faudra changer de gouvernance, sous prétexte qu'il faudra faire vite et rapidement, n'est-ce pas? Parce qu'il y a telle institution internationale qui promet ceci, il y a tel partenaire international qui promet ceci. C'est là où le choix de Gariconi est un cheval de Troie. C'est un piège que l'international nous tend déjà depuis une vingtaine d'années, et dans lequel le Conseil présidentiel est entré tête baissée. Gariconi, parce qu'il est le choix de l'international, ne saurait être un bon choix pour la population haïtienne, qu'on se le tienne pour dit. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet « Émissions », vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contact » qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Les nations malveillantes, improprement appelées la communauté internationale, ne se gênent plus, s'agissant d'Haïti, de se faire accuser d'ingérence. Un jour avant la désignation unanime par le Conseil présidentiel, la désignation suspecte de par son unanimité, l'ambassade américaine a sorti une note disant qu'elle s'attend à ce que le Conseil présidentiel nomme rapidement, mais de manière transparente, un Premier ministre qui soit inclusif, un homme de dialogue, foutaise que tout cela. Mais si les membres du Conseil présidentiel gardaient encore un certain sens louverturien, un certain sens christophien, que dis-je, un certain sens dessalinien, ce Conseil présidentiel aurait dû riposter en rappelant à l'ambassade américaine son devoir de réserve, parce qu'il s'agit clairement d'ingérence. L'ambassadeur américain est allé, n'est-ce pas, sur une chaîne de télévision dire ses attentes vis-à-vis de celui qui doit être nommé comme Premier ministre. Et comme par hasard, moins de 24 heures plus tard, le Premier ministre était désigné. Rapidement, on a vu les mots de félicitations. Et suivez bien, vous allez voir la communauté internationale dérouler le tapis rouge devant Gariconi. Quand vous voyez
la communauté internationale déroulait le tapis rouge devant quelqu'un qui vient d'être désigné, sachez que cette personne-là ne sera pas au service de sa population. C'est une personne qui est formatée, qui est dressée comme ce qu'on appelait au temps de la colonisation un évolué. Ça veut dire quelqu'un qui va exécuter notre propre mandat à nous, les communautés malveillantes. Et vous allez voir, Gariconi va faire les 4 volontés de l'international, à commencer par permettre l'invasion du pays par une force multinationale qui va nous apporter le sida, qui va nous apporter le choléra et qui ne réglera rien. On l'a vu, on a entendu l'un des membres du conseil présidentiel, Leslie Voltaire, pour ne pas le nommer, nous dire, n'est-ce pas, pince sans rire, que, écoutez, les Kenyans ne vont pas se battre contre les gangs. Les Kenyans vont arriver pour protéger le palais, pour protéger l'aéroport, pour ouvrir, n'est-ce pas, les routes. Mais quant à, si vous voulez se lancer dans des opérations contre les gangs, non, ils ne sont pas là pour ça. Donc vous voyez déjà le décalage entre les attentes de la population en matière de sécurité et ce qui se dessine, ce qui s'écrit, n'est-ce pas, dans les officines de ces gens-là. Alors, on va dérouler le tapis rouge devant Gariconi, on va l'inviter, n'est-ce pas, à la Maison-Blanche, on va l'inviter au palais de l'Élysée, il va faire le tour, n'est-ce pas, des grands palais du monde. Mais au terme de son gouvernement de 2 ans, vous l'aurez vu, il va nous organiser des élections pour un peuple de nègres, comme la tortue nous en a fait, n'est-ce pas? On va se retrouver avec un président que l'international va nous imposer comme elle le fait depuis les 20 dernières années. Et l'homme va gérer le statu quo sans, si vous voulez, sans tempête. L'homme va gérer le statu quo sans ouragan parce que c'est le choix de l'international. Et regardez l'ordonnancement. L'ambassadeur américain est sorti pour donner une entrevue sur une chaîne de télévision. Il a exprimé ses attentes quant à la désignation de ce Premier ministre. Et 24 heures plus tard, le Premier ministre a été, n'est-ce pas, désigné unanimement. Donc, les membres du Conseil présidentiel ont capté 5 sur 5 le message du grand maître blanc. Celui que le blanc veut, c'est Gariconi, acceptons-le, n'est-ce pas, unanimement. Et si je vous ai dit qu'il nous faut être méfiants vis-à-vis de ces hauts fonctionnaires des Nations Unies, ce n'est pas seulement à cause des programmes d'ajustement structurel, mais c'est aussi ces gens-là qui sont utilisés comme des nègres de maison pour libéraliser, pour ouvrir les frontières des pays africains, pour ouvrir les frontières, n'est-ce pas, des pays antillais au commerce international et faire en sorte que ces pays-là importent tout sans rien produire en retour. Ça a commencé avec un Leslie Delatour, un Chicago Boy. Ça s'est poursuivi, n'est-ce pas, pour faire un gros saut dans le temps avec un Gérard Latortue. Et ça va se poursuivre, n'est-ce pas, avec un Gariconi, parce que ces hauts fonctionnaires des Nations Unies, ce sont des gens qui sont formatés, qui sont dressés par le blanc pour exécuter l'agenda du blanc au détriment des peuples noirs. Et Gariconi, n'est-ce pas, ne sera pas différent. C'est dommage. C'est dommage que le Conseil présidentiel n'ait pas eu la lucidité de se dire si c'est un candidat qui semble être l'homme de l'international, il ne sera pas bon pour Haïti. C'est dommage que le Conseil présidentiel n'ait pas eu, si vous voulez, ce recul-là, cette sagacité-là, n'est-ce pas, qu'il aurait dû avoir puisqu'il a déjà vu Gérard Latortue à l'œuvre. Et puisque le diable fait toujours une œuvre qui le trompe, ce même conseil présidentiel qui était incapable de s'unir autour d'un président, unanimement, en l'espace de 24 heures, était en mesure de retenir la candidature d'un seul homme, c'est suspect. Le ver est déjà dans le fruit. Donc, nous devons être vigilants, nous devons être méfiants.
Nous devons surveiller les contrats qui vont être signés entre les compagnies américaines, les compagnies minières canadiennes, les compagnies françaises pour exploiter, soi-disant, telle mine, n'est-ce pas, telle ressource d'Haïti. Nous devons être vigilants lorsque Gary Coney va nous faire des promesses d'emploi parce que telle compagnie française, telle compagnie canadienne, telle compagnie américaine, n'est-ce pas, va exploiter ou bien va explorer telle ou telle partie du pays. Sachez que ce Gary Coney, parce qu'il est l'homme des Nations Unies, ce Gary Coney, parce qu'il est l'homme de Bill Clinton, est déjà un fils dénaturé d'Haïti, il ne saurait être bon pour nous. Alors, si vous voulez lui accorder, comme je vous ai invité à le faire il y a quelques jours, les fameux 100 jours au cours desquels on laisse la chance au coureur, tant mieux. Mais vous verrez qu'il sera là pour gérer le statu quo, car on ne saurait être bon pour son pays d'origine quand on est un haut fonctionnaire des Nations Unies, qu'on a traîné comme trophée pour des programmes, n'est-ce pas, un peu suspects comme on a vu, mais on ne saurait être un bon gestionnaire d'Haïti quand on a été chef de bureau de Bill Clinton dans le contexte critique de la CISR, ça veut dire de la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Aïe, aïe, aïe. Si vous pensiez que ce pays était libre, si vous pensiez que ce pays était souverain, si vous pensez que les hommes qui dirigeaient ce pays avaient encore un minimum de liberté, vous venez d'être servis. Vous notez que, malgré l'accord qu'ils ont signé, accord qui laissait entendre que, avant même d'accepter l'arrivée de, n'est-ce pas, des Kenyans, ils allaient, ces hommes-là, mettre sur pied un conseil de sécurité nationale qui lui allait faire des recommandations, n'est-ce pas, au conseil présidentiel. En très peu de temps, cet accord a pris le bord. Le Conseil de sécurité nationale n'a même pas eu le temps de faire son travail, de faire des recommandations au Conseil présidentiel que le Conseil présidentiel avait déjà écrit en catimini au président Ruto pour donner son accord à l'invasion du pays par les forces kenyanes. Quel pays! Quelle mère malchanceuse! Quel peuple, n'est-ce pas, qui semble être condamné à n'avoir que des dirigeants qui sont des lèche-culs, des dirigeants qui sont, si vous voulez, des valets de l'international et qui n'osent rêver grand comme un Dessalines, qui n'osent rêver grand comme un Toussaint Louverture, qui n'osent rêver grand comme un Christophe Henry. Et pourtant, nous devons continuer à chercher. Mon rôle, c'est de projeter la lumière, de dire, mais voici ce qu'il en est véritablement de ce candidat, en dehors du beau discours, en dehors de l'ordonnancement. L'homme semble savoir ce qu'il fait. Aussitôt est-il désigné par le conseil présidentiel, qu'il sort une note en créole, s'il vous plaît, sur X, l'ancien Twitter, qu'il sort, n'est-ce pas, une vidéo sur YouTube dans laquelle il explique sa vision. Mais c'est de beaux discours, cela. Comme je vous ai dit, puisque Albe vous a nommé, je ne vous reconnais plus. Dès lors que c'est un haut fonctionnaire des Nations Unies, vous pouvez croire ma parole, il va exécuter l'agenda de l'international au détriment de son propre peuple. Restons vigilants. Haïti ne mourra pas, le peuple haïtien ne disparaîtra pas. Restons vigilants, restons méfiants. Et comme on dit en créole, veillez. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti. Bonne semaine. Au revoir.